A one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Toute la hype du basket américain débarque sur Sport en France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous basket. Chaque semaine, plongez avec nous au cœur de l'actualité hype de la NBA avec de l'info, de l'inside, des débats et de la bonne humeur. Mais avant de lancer cette émission, laissez-moi vous présenter notre team All-Star Hype, à commencer par un homme bien connu des antennes de l'antenne de Sport en France, un ancien d'Oregon State University, c'est Angelo Sakarakis. Salut Angelo. Ça va Sylvain? Ça va et toi? Ah, très bien, là je suis enjaillé comme on dit. Je vois ça à ton sourire. Ah, quand même, plus de 2 ans qu'on a lancé le projet Hype, qu'on est venu soutenir ton idée, ta vision et maintenant on se retrouve sur le média qui m'a donné ma chance, donc d'une pierre deux coups, je suis très heureux. L'aventure continue. Ouais. Oregon State University, les États-Unis, ça te parle? On va parler Ça me parle. de ça avec toi, Ça me parle. bien sûr, et de la NBA, du basket américain de manière générale. En face de toi, un homme qui est un grand fan, un grand connaisseur aussi de la NBA, comédien, Jean-Claude Mwaka. Salut Jean-Claude. Salut mon grand, c'est moi-même, donc vraiment très content d'être ici, hein, sur le plateau avec tous nos amis et puis on va parler de basket. Et on peut aussi parler de ton actualité, parce que tu seras sur les planches dans quelques jours, je crois le 17 février, dans une pièce d'Halil Vardar, le Exactement. premier jour de ta vie, c'est ça? Non, le plus beau jour de ma vie. Plus beau jour de ma vie. Le premier jour de ma vie, c'était dans une salle de sport. J'ai Ok. suivi dans une salle de sport. Et là, aujourd'hui, j'ai poussé du développé couché dès que je suis sorti. C'est toi qui es à l'origine du programme Eurotraining. Exactement. Par contre, ça c'est pour la clientèle féminine et masculine aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des mecs qui aiment bien mes pecs. L'homme Mais, est costaud, effectivement. Oui, donc je vais être sur les planches là. Ok. Donc le plus beau jour de ma vie, d'Halil Vardar, Comédie Saint-Martin, 20h. Très bien, le rendez-vous est pris. On prend aussi date et rendez-vous avec les États-Unis puisqu'on a 2 experts journalistes qui vont nous accompagner pendant ces 50 minutes pour parler de NBA. Il y en a un qui vit du côté de New York, il est journaliste pour l'équipe et Canal+ Afrique, c'est Antoine Bancharel. Salut Antoine. Salut Sylvain, salut à tous. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver ici et donc maintenant en vidéo après avoir fait tellement d'audio. Exactement, merci d'être là Antoine, on va parler pas mal de la conf Est avec toi et du côté de la conférence Ouest, un homme qui couvre les Warriors depuis plus de 10 ans maintenant, il est rédacteur pour Basket USA, c'est Melvin Karsanti. Salut Mélo. Salut Sylvain, salut les gars, ravi d'être avec vous, avec mon Sply Bro, avec AB et avec Jean-Claude. Hâte de commencer. On fait doucement avec toi Melvin, parce qu'on sait que le jour se lève du côté de SF. Merci d'ailleurs de décourter tes nuits pour nous. D'ailleurs, j'en profite pour enchaîner, on reste du côté de SF. Pour cette première, on a un livre à vous faire gagner, jeu concours Instagram. Le livre s'intitule Steve Kerr, une vie. Donc il faut aller sur le réseau social d'Instagram hype.sport avec un s.media. Vous allez liker le post, vous allez reposter également en story. Donc le post qui sera sur Instagram et il faut également être abonné. Et Jean-Claude le fait maintenant. Ouais. Comme ça, c'est moi qui Super. récupère. Ouais, c'est moi Donc, il qui faut récupère. s'abonner sur le compte de Hype, s'abonner aux éditions Amphora et s'abonner bien sûr à Sport en France. Tirage au sort et résultat la semaine Je prochaine. sais qui va gagner, c'est bon, tu peux rejeter. Ok, tiens, je te le donne, ça fait un peu de lecture entre deux développés couchés. Bon, messieurs, reprenons notre sérieux. On va s'amuser, hein. C'est prévu dans cette émission. C'est la culture. On va également parler de NBA, mais le faire bien sûr en s'amusant. Le programme, messieurs, ça vous intéresse? S'il vous plaît. Et messieurs, au programme de cette émission, la rubrique Hype ou pas Hype, cap sur la trade deadline en NBA et l'échange entre James Harden et Ben Simmons, la licorne Porzingis envoyé aux Wizards de Washington et les échanges surprises de Tyrese Haliburton et CJ McCollum. Hashtag Hype et l'actualité des réseaux sociaux. Giannis Antetokounmpo, connu pour être un joueur ultime. Apparemment, il s'essaye aussi aux blagues, donc on va en parler ensemble. All-Star Game. Le Français Rudy Gobert sera dans l'équipe de Kevin Durant pour une raison assez marrante. Vous verrez, et trade deadline toujours, Joel Embiid, jamais avoir de troll sur les réseaux sociaux, on va regarder ça ensemble. Le débat de la semaine, les Lakers sont au programme, messieurs, de Hype, champion en 2020, mais très décevant cette année. Scandale ou normal, on en parle ensemble. Et pour finir cette émission, cette première de Hype,
On parlera bien sûr des Français de NBA. Gros programme, messieurs, vous l'avez compris. À mon avis, avant de se lancer réellement dans le cœur de notre émission, comme on débarque un petit peu en cours de saison, je pense qu'il faut refaire une petite map, un petit récap complet du fonctionnement de la NBA, des franchises phares et des joueurs hype. C'est un sujet lancé par Lucien Jaron. Le championnat NBA comprend actuellement 30 franchises réparties en 2 conférences, Ouest et Est. Les 8 meilleures équipes de chaque conférence s'affrontent en série éliminatoire appelée Playoff. Les finales voient s'opposer la meilleure équipe de la conférence Ouest contre celle de la conférence Est. Et celle qui parvient à remporter 4 matchs en première est nommée championne NBA. Pour la petite histoire, ce sont les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles qui dominent le palmarès avec 17 titres chacune. La dernière équipe à avoir soulevé le trophée Larry O'Brien sont les Bucks de Milwaukee. L'organisation, le fonctionnement de la NBA, si vous n'étiez pas au courant, voilà, vous l'êtes maintenant. C'est un fonctionnement qui est en place maintenant depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Il n'y a pas forcément d'évolution. Angelo, c'est un système qui marche, mais qui est rarement finalement imité par d'autres championnats. C'est normal. Ça ne peut pas être imité parce que le modèle économique est complètement différent de ce qu'on peut avoir à l'international. Donc, à un moment donné, quand on se repose beaucoup sur l'associatif, notamment en France et dans la grande majorité des championnats européens, c'est très compliqué. Donc, à moins d'avoir un mécène hyper riche et hyper motivé, de déverser sa richesse dans les caisses d'un club, c'est compliqué d'en arriver à ce qui est disponible aux États-Unis. Véritable usine à fabrication de stars, la NBA. Vous connaissez forcément Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Les années ont passé et aujourd'hui, les stars de la NBA, c'est ça. Vous connaissez sûrement Michael Jordan, 6 fois champion NBA avec les Bulls de Chicago, une légende du basket. Mais aujourd'hui, qui sont les stars de la NBA ? Commençons par celui que l'on appelle le King, ou encore The Chosen One. Je parle bien sûr de LeBron James. 4 fois champion NBA, 4 fois MVP de la saison régulière et des finales. Il est tout simplement le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. En dépassant la légende Ray Allen, Stephen Curry est officiellement le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la ligue. Il a complètement révolutionné le jeu. Il est triple champion NBA et 2 fois MVP. A noter aussi qu'il est le premier joueur de l'histoire à être élu MVP à l'unanimité. Ça place un homme. Kevin Durant, l'ailier des Nets est le joueur ultime et sans limite capable de prendre feu à tout moment. 2 fois champion NBA avec les Warriors, la quête d'un titre avec les Nets serait le plus grand défi de sa carrière. Double MVP, champion NBA, meilleur défenseur de l'année. Avec ce palmarès, le grec Giannis Antetokounmpo est déjà le joueur non-américain le plus couronné de l'histoire et, sans se mentir, l'un des joueurs les plus hype de la NBA. Il détient toutes les cartes en main. Celui que l'on appelle le Joker, Nikola Jokic, sait tout faire. Le Stephen Curry du poste intérieur pour Denver. Élevé à l'école serbe, il est le MVP en titre et son potentiel semble vraiment illimité. Et pour vous alors, quelle star est la plus hype de la NBA ? Jean-Claude, pour toi, quelle star est la plus hype ? Là, dans tout ce qu'on a montré ? Ouais. Pour moi, là, la plus hype, c'est Steph Curry. Steph Curry ? Ouais. Le futur. Mélo faut m'inviter à San Francisco maintenant. Non, mais juste par rapport au fait qu'il ait révolutionné le jeu, par rapport au fait qu'aujourd'hui, tout le monde shoot à 3 points, jusqu'à on a commencé à se poser des questions, il faudrait peut-être passer à 4 points. Je pense qu'aujourd'hui, même par rapport à ce qu'il dégage, toujours le sourire, il est marrant, enfin, je sais pas, tu vois. Je trouve qu'il est vraiment hype. Vraiment hype, Steph Curry. Je pense que Mélo va partager. Je ne vais pas te lancer là-dessus. Mélo, on a une émission à faire, messieurs. Première rubrique. C'est parti. Hype ou pas hype ? Hype ou pas hype, la rubrique news de l'émission. Messieurs, je vous donne une information et vous me dites si elle vous hype ou pas. Comprenez par ce terme, si elle vous émoustille ou si elle vous laisse complètement indifférent. Première news, on y va ? C'est parti ? Let's go. Go. Trade deadline, messieurs. C'était le 10 février dernier. On va se faire un gros récap dessus. Ce sera nos 3 news d'ailleurs. La première, James Harden, le barbu le plus célèbre de la NBA, a été transféré aux Sixers contre Ben Simmons,
qui fait le chemin inverse. On a le trade complet, on peut peut-être même le mettre à l'antenne. James Harden et Paul Millsap arrivent du côté des Sixers et font le chemin inverse. Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond, plus 2 premiers tours de draft. Antoine, qui suit du côté de la conférence Est beaucoup les Nets et également les Sixers. Hype ou pas hype, ces trades finalement, Antoine? Très 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 grosse hype. On parle quand même de 2 équipes qui visent le titre, qui quelque part avec chacun un problème, on va en parler, et qui maintenant les ont réglés avec 2 solutions pour un petit peu trouver justement la route vers le titre. Est-ce que c'est une information, un trade qui a surpris aux États-Unis? Est-ce qu'on s'attendait à ce que James Harden parte réellement des Nets? Disons que c'était théoriquement comme ça, c'était un petit peu mentionné sans plus. Et puis, à peu près une semaine avant le trade, ça a commencé à vraiment faire pas mal de rumeurs. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les rumeurs étaient vraies. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a James Harden, qui est un joueur qui a déjà cherché à partir de Houston, donc il cherche à chaque fois à choisir un petit peu son destin. Et qui là, à Brooklyn, ça se passait pas très bien, pour différentes raisons qu'on pourra évoquer ensuite. Et donc qui a un petit peu, sans le dire, et puis après, juste à la dernière minute, en le disant vraiment, a fait savoir à ses dirigeants à Brooklyn qu'ils voulaient rejoindre les Sixers à Philadelphie. Angelo, hype ou pas hype, les échanges Ben Simmons, James Harden? Très hype. Très très hype. On en avait souvent discuté en coulisses. Est-ce que c'est faisable? Pour ceux qui nous connaissent déjà, qui écoutent nos podcasts, ça a été un thème qui a été non récurrent, Discuté. mais voilà, discuté. Très hype. Très hype. Ouais. Jean-Claude? Hype avec un H majuscule, le Y, le P et le E. Alors, quelle franchise fait le meilleur move, le meilleur deal? Ah, je sais pas. Les Nets, là, c'est bien quand même. Ils récupèrent Drummond, ils récupèrent Seth Curry. Il y a qui encore qui va là? Il y en a un autre, non? Ouais, Ben Simmons, Ouais, et puis Seth Ben Curry. Simmons. Ouais. Ben Simmons. Alors Ben Simmons, attention, on peut peut-être voir les stats d'ailleurs de Ben Simmons et celles de James Harden, hein, on les a couplés. Ben Simmons, c'est un joueur qui n'a pas vu le terrain depuis Oui, plus depuis de 6 mois. longtemps. Mais après, c'est un coup de poker. Et puis en NBA, on a vu des coups de poker comme ça. Regardons les stats de Ben Simmons par exemple. 0 points. Oui, 0 points. Mais c'est rien ça. 0 passes. Il est influent sur le jeu. Tu Mais, vois, en ne mais, faisant mais rien, c'est une bonne et recrue. surtout pour Seth Curry et Dédé Drummond. Parce que en plus, Kevin Durant aime beaucoup Dédé Drummond. Il dit pour lui, c'est l'un des meilleurs rebondeurs de tous les temps. Donc je pense que ça va super bien jouer. Mais même pour Philadelphie, déjà les 2 tours de draft, là, c'est bien. Là. Et puis surtout que James Harden, qu'on le veuille ou pas, c'est un mec qui met des points. Et je pense que là, avec Joel Embiid, ça peut être une grosse surprise. Même si Harden joue beaucoup en pick and roll et que Joel Embiid, c'est pas le plus grand slasher de la ligue. Mais on va voir. Okay. On va voir comment ils vont Je pense qu'ils peuvent être compatibles. On va voir. C'est vrai que quand tu regardes le jeu d'Harden, quand il était à Houston ou avec Clint Capella et même au net avec Clayton, là, il s'appelle Claxton, le Clarkson. Clarkson, là, ouais. C'est beaucoup pick and roll et je te la mets, tu vas mettre un alley-oop. Joel Embiid, on sait que c'est pas trop son jeu, on va voir. On va voir. Melvin Carsenti du côté de San Francisco qui aime beaucoup analyser les formes de jeu et les complémentarités, je vais y arriver, entre les joueurs. Est-ce que tu penses qu'on est face à un nouveau duo quand on parle des Sixers, un nouveau duo à la Kobe et Shaq quand on pense à James Harden et Joel Embiid? Avant que tu répondes, on peut peut-être prendre la déclaration de Kendrick Perkins, devenu analyste NBA. Nous pourrions probablement être en train d'assister à la prochaine version de Shaq et Kobe. Voilà la déclaration de Kendrick Perkins. C'était sur Comment, Twitter. Est-ce que tu valides ça? Hell no! Alors Sylvain Fian, je ne vais pas valider parce que Shaq et Kobe, c'est quand même du très 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 haut. Et malheureusement, notre ami James Harden n'a pas encore montré qu'il pouvait être un niveau de Kobe. J'aime bien la comparaison Joel Embiid-Shaq, mais je pense que comme tu le disais, sur le papier, c'est un duo qui va faire peur. Maintenant, sur le terrain, on va voir comment ça va fonctionner. Jean-Claude déjà parlait des pick and roll. Alors, ce pick and roll, ils vont être difficiles à défendre parce que tu ne peux pas switcher, tu ne peux pas changer sur le pick and roll entre Joel Embiid et James Harden, parce que si tu changes, si tu te retrouves avec un extérieur sur Joel Embiid, il va les emmener poste bas et ça va être la fin pour eux. Et s'il y a un grand qui change sur James Harden, il va sûrement pouvoir jouer en 1 contre 1, créer son tir à 3 points.
Après, là où ça va être un peu plus tactique et technique, c'est que comment est-ce que ce pick and roll va être joué? On sait que Joel Embiid aime bien rester derrière la ligne à 3 points ou sortir vers la ligne des lancers francs et James Harden a besoin d'espace pour jouer son 1 contre 1. Donc ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Surtout que Philly, en perdant Steph Curry, a perdu aussi des shooters et a perdu de l'espace. Donc il y aura moins d'espace pour que les 2 joueurs jouent ensemble. Et d'ailleurs, on le verra, je pense, en play-off. Si je suis la défense adverse, je ne vais même pas me préoccuper des 3 autres joueurs et je vais mettre tout le monde dans la raquette pour justement pouvoir gêner ce pick and roll avec Joel Embiid et James Harden. On a une map des 2-5 là, pour le coup, qu'on peut peut-être montrer aussi à l'antenne, le 5 majeur potentiel hein, des Nets. Alors on a Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons et LaMarcus Aldridge. Kevin Durant encore blessé, c'est quand même un 5 qui a de la gueule. Pourquoi on met pas Dédé Drummond dans le 5 ouais, à la place d'Aldridge? Il était déjà, remplaçant aux Sixers. Oui, mais parce que tu avais Embiid. Non, mais par rapport au basket moderne et les match-ups que tu vas avoir en play-off, tu veux permettre à tes extérieurs et à tes joueurs de talent d'avoir le plus d'espace pour opérer. Et Drummond, c'est un joueur qui encombre la raquette. Aldridge, il va faire respecter les défenses, il écarte, il peut shooter. Et tu permets surtout, si tu as Ben Simmons dans le 5, tu ne peux pas avoir Drummond et Ben Simmons. C'est pour ça que tu équilibres un peu avec la présence de Aldridge. Le 5 des Sixers aussi, on peut le mettre à l'antenne. Tyrese Maxey, qui devrait donc continuer à starter, en tout cas vraiment s'installer dans la rotation en tant que titulaire. James Harden, du coup, poste 1, poste 2, ça c'est une autre discussion. Matisse Thybulle, Tobias Harris et Joel Embiid. Donc quand même un 5 de grande qualité. On aura l'occasion de les observer très très vite, peut-être même après la pause du All-Star Break. On va sur la deuxième news, messieurs. On reste toujours sur cette notion de trade. Ça concerne la licorne Porzingis, qui était à Dallas et qui arrive du côté de Washington. Donc, il change de conférence Ouest vers la conférence Est. Troisième franchise pour Porzingis déjà, drafté par New York, ensuite arrivé à Dallas et maintenant à Washington. Ça fait beaucoup pour sa jeune carrière. Il y a pire, hein. Tu sais, il y a pire. Hein. Il y a pire. Ouais. On peut peut-être voir le trade global d'ailleurs pour situer un petit peu contre qui Porzingis a été échangé. Il y a du Spencer Dinwiddie et du Darius Bertens, donc le laiton, deux laitons qui se croisent. Question pour Angelo, hype ou pas hype ce move? Hype, parce qu'inattendu, même si je trouvais Porzingis et Doncic pas forcément compatibles humainement, même si dans le jeu ils sont parfaits l'un pour l'autre, ils n'ont jamais vraiment su se donner pleinement. Ils n'étaient pas potes. Hein. Ouais, non, il y avait plein de choses et j'en ai souvent parlé lors de nos podcasts, le langage corporel de Porzingis, quand il témoignait de la réussite de Doncic. Je pense qu'il y a un problème d'ego ou de compatibilité d'humeur entre les deux. Regarde, moi je mets simplement en avant un fait qui est indiscutable. Au niveau statistique, Porzingis, il est dans peut-être la meilleure forme de sa carrière. En tout cas, il est dans une très bonne disposition. Alors, il a de la maladresse à 3 points, mais il est très productif. Ses statistiques individuelles. On va voir les stats de Porzingis d'ailleurs. Voilà, il est dans le vrai. Défensivement, il a progressé. Donc, ce n'est pas un trou noir. C'est un joueur qui est dans le top 15. Souvent blessé. Mais bon, il est blessé. Mais si tu veux, par rapport à ses qualités terrain et ses performances terrain, on est dans le vrai. Pourquoi est-ce qu'on va le trader à ce moment-là? C'est très compliqué à vraiment comprendre les dessous. Pour moi, si Doncic voulait absolument Porzingis dans son équipe, jamais il y aurait eu ce trade. Et je pense que humainement, il y a un petit souci. Mélo n'a pas l'air d'accord avec toi. Mélo, je te laisse donner tes arguments et répondre à cette question. Est-ce que ce trade te surprend? Alors, il me surprend, oui, mais je vais rebondir sur un élément qu'a mentionné Angelo, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit nécessairement la relation Doncic-Porzingis qui ait fait ce trade, mais par contre, je pense que c'est plus les dirigeants de Dallas qui se disent « Ok, au jour d'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on ne peut rien faire dans la conférence Ouest. On ne peut pas aller au deuxième tour, on ne peut pas aller en finale. Et tu as un joyau avec Luka Doncic, donc il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir construire une équipe autour de lui. » Et est-ce que ce quelque chose, c'est en récupérant Spencer Dinwiddie et Davis Bertans, c'est mieux que d'avoir Porzingis pour aller faire quelque chose en play-off? Alors, c'est là où je pense qu'il faut encore une fois regarder le contexte de l'équipe, c'est-à-dire qu'en faisant ce trade-là, Dinwiddie, qui a été blessé la saison dernière, qui est revenu cette année,
qui est pas à son niveau, qui est même pas bon, il faut le dire, et Bertans qui était hors de la rotation à Washington, qui avait un peu perdu son adresse. Donc on verra là si ça va aller mieux à côté de Doncic, mais sur le plan basket pur, c'est pas un trade qui les rend meilleurs. Non. Par contre, c'est un trade qui leur permet d'être beaucoup plus flexible au niveau finance et au niveau contrat l'été prochain. C'est-à-dire que Porzingis a un contrat de 31 millions cette année, 33 millions l'année prochaine et 36 millions en 2023-2024. En récupérant Dinwiddie et Bertans, c'est comme si tu divisais en deux ce contrat et du coup, tu peux plus facilement bouger ces deux joueurs. Ouais, tu peux mais je pense que du trades coup, plus ce facilement. sera... C'est ça, pour moi, c'est plus le premier domino en fait de Dallas, c'est Porzingis. Et après, on verra si l'année prochaine, ils sont capables, ou cet été, ils sont capables d'aller chercher une vraie deuxième star pour mettre à côté de Doncic. Donc Doncic, justement, merci Melo pour la transition, s'est exprimé sur l'échange de Porzingis. On peut voir la décla. Je ne m'y attendais pas, c'était choquant. KP, donc Kristaps Porzingis, va me manquer. Nous étions en train de construire quelque chose de grand ici, de toute évidence. Ça n'a pas marché et je lui souhaite le meilleur. Déclat sincère ou... Poker face. Non, Poker Face, c'est pas d'une sincérité absolue. Je pense pas qu'il avait un problème humain vraiment où il le détestait. Mais il n'y avait pas de symbiose entre les deux. On n'est pas dans le même type de relation qu'un Kyrie et un KD, par exemple. Ou même qu'un Lillard et McCollum à la base, même si on peut toujours essayer d'aller chercher la petite bête, mais... Disons qu'ils sont arrivés au bout du truc et que financièrement, ça leur donnait justement cette flexibilité qui leur permet de pouvoir monter des trades. Parce que c'est clair que, comme l'a exprimé Melo, les dominos vont tomber. Et souvent, les analystes de The Athletic ou même JJ Redick, qui a un super podcast d'ailleurs, ils en ont discuté et ils disent il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Qui doivent rester en interne dans le vestiaire, dans la franchise. Et dans leurs ambitions, leurs objectifs à très court terme et moyen terme. Troisième news, messieurs, on s'attendait à ce que ça bouge du côté de Portland. Damian Lillard ou CJ McCollum. C'est CJ McCollum qui arrive du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Pareil pour Sacramento, il y avait des bruits autour de De'Aaron Fox. Finalement, c'est Tyrese Haliburton qui arrive du côté d'Indiana. On peut peut-être revoir les trades complets. On va commencer par celui de Portland, voilà, de Portland. Donc ça nous donne quoi à Portland? J'y arrive. Donc c'est McCollum, Larry Nance et Tony Snell qui arrivent du côté des Pelicans et font le chemin inverse. Josh Hart, Thomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker et Didi Louzada. Rapidement, messieurs, parce qu'on est déjà en train de manger un petit peu sur longtemps. Antoine, qu'est-ce que t'évoques le départ de McCollum de Portland, lui qui était quasiment resté presque 10 ans dans cette franchise? Ouais, c'est exactement ça. Ça fait presque 10 ans. L'association avec Damian Lillard, qu'on avait l'impression qu'ils étaient indissociables et justement, ils ont été séparés. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis surtout très, très curieux de voir ce que lui va donner à côté de Brandon Ingram et Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans. Dans le jeu et pas juste entre eux, mais vraiment qu'est-ce qu'on peut développer autour d'eux. Tyrese Haliburton, on avait l'impression quand même que Sacramento comptait dessus. Melo, toi qui es non loin de Sacramento, vivant en Californie, surpris par cet échange? Ouais, surpris. Je pense que toute la NBA a été surprise. D'ailleurs, on l'a vu les réactions sur Twitter de tous les joueurs. Mais après, c'est un pari. Alors, Haliburton, c'est un jeune joueur. C'est ça, il est dans sa 2e année, mais il est déjà 10e passeur de la ligue en sortie de banc. Et également, il tire à 42% à 3 points. Et c'est vraiment un joueur talentueux, un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Et généralement, quand tu as cette petite pépite, ben, tu construis autour de lui. Mais à Sacramento, vu qu'il y avait Fox, ça faisait un peu doublon. Et je pense que le contrat, une nouvelle fois, d'Haliburton était peut-être plus facile à trader. Du coup, ils sont allés chercher Domantas Sabonis, qui a été All-Star les 2 années précédentes, qui est costaud, qui va changer vraiment la physionomie de leur équipe. Donc à voir, mais c'est vrai que c'est assez choquant. Sylvain, tu sais combien de jeunes de 21 ans dans l'histoire de la NBA ont en moyenne 14 points, 7 passes et plus de 40% à 3 points? Un seul?
Merci. Un seul, Tyrese Haliburton. Non, c'est un choix clairement surprenant. Ouais. Tu revenais sur le choc. On peut peut-être voir la déclat d'Haliburton qui s'est exprimé bien sûr dans la presse. Il ne voulait pas de moi, donc il est clairement amer. Ils ont voulu prendre une autre direction. Ça fait partie du business. Ça m'a blessé d'être tradé. Donc le choc, clairement, quand on est tradé comme ça. On rappelle qu'un trade, on n'a pas forcément... en tout cas, les joueurs n'ont pas forcément leur destin entre leurs mains. Ils ont signé des contrats et dans la validité du contrat, ils sont... C'est plus rare qu'autre chose d'avoir le contrôle. Exposés justement à être échangés donc, contre d'autres joueurs, hormis de très gros contrats, donc difficiles à bouger, ou certains contrats qui ont des clauses de non-échange. Voilà, on pense au contrat de LeBron James, par exemple. LeBron James ne bougera pas s'il ne le désire pas. On avance, messieurs. Let's go. Let's go. On passe à #hype. C'est parti. La rubrique des réseaux sociaux de Hype, messieurs. La rédaction de Hype et de Sport en France scrute pour vous les plus belles pépites ou les plus beaux posts des réseaux sociaux. Et puis, on essaie d'en retenir quelques-uns. Et puis, on vous les montre. Un certain Giannis Antetokounmpo qui joue du côté des Bucks de Milwaukee. Très fort sur le terrain, mais qui s'essaye aussi à une autre discipline, apparemment, Jean-Claude, celle de serial blagueur. Ouais. On va en écouter quelques-unes et tu me diras, Jean-Claude, ce que tu en penses. So, when you're learning to ride the bike, right? What is the hardest part? Ouais. The pavement. Bon, ça fait pas rire. Jean-Claude, mais parce je crois qu'en que français, c'est un bide total. la traduction en français Elle ne marche pas. Elle marche pas, mais en marche anglais, je pense que... En tout cas, c'est c'est des blagues courtes, comme soit t'aimes, toi t'aimes pas, tu vois. Voilà, nous aussi, on a des blagues courtes ici. Il y a des gens, moi j'adore ces blagues-là. Si je comprenais l'anglais comme Angelo, là, je serais mort de... j'aurais rigolé de ouf. Mais ouais, il aime bien faire des petits blagues comme ça. C'était un petit warm-up. On va t'en mettre une et même vas-y. deux autres. On va les enchaîner. Comme ça, tu auras le temps de rentrer un petit peu dedans. Okay. Why did the orange lose the race? Nobody gonna ask why. Somebody gonna say why. I don't know why. He ran out of juice. Oh. Est-ce que c'est mieux ça, Jean-Claude? Une fois de plus, c'est la Toujours traduction pas. anglaise. Traduction, C'est la traduction En anglaise. anglais, c'est C'est drôle contextuel, ou pas c'est une expression qui ne s'adapte pas au français en fait. Bah oui, c'est ça. En anglais, c'est drôle ou pas en vrai? En anglais, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ouais, c'est les blagues courtes, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est la candeur de Giannis. C'est-à-dire Bah qu'il oui. il est content comme un gamin qui a fait Ça a beau être une superstar. C'est ça, il est Et simple. c'est ça qui est bien, je trouve. tu Et vois. ça fait partie du C'est des, personnage. c'est des vieilles blagues, tu sais, les blagues courtes qui sont nulles, mais elles sont tellement nulles qu'elles en deviennent drôles. Ok. C'est ça en fait. Bon, on enchaîne. Je vois que ça vous fait pas trop Ah mal. mais moi je kiffe parce que je sais que je le suis un petit peu et il fait tout le temps ses blagues en fin de match ou quand il est en déplacement. Ok. Et je trouve que c'est le personnage et j'adore moi ce mec-là. Je trouve ça super cool qu'il soit pas en mode je me la raconte. Tu sais, vas-y, je sors mes vieilles blagues. Vas-y. Je reste moi-même, quoi. Voilà, je reste moi-même, je change pas parce que je suis MVP ou quoi, donc ça c'est cool. Bon, tu l'encourages à continuer? Qui continue. Ok. Il m'appelle aussi. On va faire un petit training pour muscler un peu les, tu vois. Mais sinon, non, il est cool. Muscler les pecs et les blagues. Allez, deuxième post. On attendait la réaction de Kevin Durant face au trade de James Harden. C'était la draft également le 10 février dernier, la draft du All-Star Game. Team Durant versus Team LeBron. Donc les deux capitaines choisissaient les membres de leur équipe. Et on arrive au moment fatidique où il reste deux joueurs à sélectionner, James Harden et Rudy Gobert. Et on regarde le choix de Kevin Durant. de Kevin Durant. Merci. I'm gonna need some size for Yeah. sure. Yeah. I'm gonna need some size and some defense in the interior, Yeah. especially with Giannis and LeBron James Without playing question. such great basketball this year. I need somebody to offset that, so I I'm gonna agree. go with Rudy Gobert. I agree. So James Harden goes to LeBron James. LeBron James as the final selection of the All-Star Yeah. draft. Bon, séquence intéressante. C'était sur, LeBron, c'est un c'était sur salopard. TNT. Ah ouais, les bras Juste la réaction, messieurs, pour rester un petit peu sérieux. Kevin Durant,
Bon, c'est du second degré, mais on le sent quand même un petit peu agacé de cette situation. Est-ce qu'il est vraiment touché par le départ de James Harden ou finalement on voit qu'il est déjà passé à autre chose en choisissant Rudy Gobert? Difficile de dire qu'il soit vraiment touché. Je pense qu'à un moment donné, la déclaration avec laquelle il est sorti là, il y a quelques jours pour dire voilà, il a pris une décision, c'est un homme, je n'ai pas à juger, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour être heureux. Et je pense que c'est un peu la philosophie de Kevin Durant. Quand tu vois sa manière d'aborder les choses, à un moment donné, il est là, tu veux être là, tu es là, tu ne veux pas être là, je ne vais pas non plus perdre mon énergie là-dessus. Grave. Et je pense qu'il est aussi conscient de la relation qui s'est dégradée entre Kyrie et James, qui fait qu'à un moment donné, c'est très difficile de cohabiter si les mecs n'ont plus le même respect ou la même considération pour l'un l'autre, ou que l'autre, comme Harden, pense que Kyrie n'est pas investi dans le projet d'aller gagner un titre tel qu'il devrait l'être. Chacun a des doléances sur les uns les autres et l'atmosphère devient tu vois, négative, elle ne devient pas productive. Antoine, proche de Brooklyn et de New York, James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, tu les as côtoyés. Comment réagit, selon toi, Kevin Durant au départ de James Harden? En fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils auraient dû jouer 125 matchs ensemble. En tout cas, c'est ce qui était possible sur les calendriers des presque 2 saisons qu'ils ont passées ensemble. James Harden est arrivé l'an dernier en janvier. Et en fait, ils n'ont pu jouer que 16 matchs. Donc en fait, ce trio, on ne les a jamais vraiment vus ensemble. Quand ils étaient ensemble, ils étaient quasiment inarrêtables. Il me semble qu'ils n'ont perdu que 3 matchs. Et surtout, on voyait que c'était une machine de guerre offensive. Il y avait une armada qui vraiment était absolument imbloquable. Mais quand tu n'es pas vraiment au rendez-vous, et James Harden non plus n'a pas été au rendez-vous, notamment à la rentrée parce que il était en méforme physique, il n'était pas bien préparé, etc. Ça donne des mauvaises ambiances. Kyrie Irving qui ne veut pas se vacciner, etc. Et vous l'avez bien résumé, en gros, Kevin Durant, il était là, moi de toute façon ce que je veux c'est gagner le titre, donc s'il y en a qui ne sont pas vraiment investis dans le projet, notamment James Harden qui a un petit peu des envies d'ailleurs, voilà, il ne va pas réagir plus que ça. Surtout que c'est un petit peu sa marque de fabrique d'être très très stoïque, notamment à la télévision. Donc clairement, c'était un guet-apens mis en place par LeBron James pour qu'il soit obligé de le prendre ou de prendre Rudy Gobert, notre Français qui n'est jamais vraiment pris au niveau du All-Star Game. C'est un petit peu comme dans la cour de récré quand on fait les équipes. Et du coup, malheureusement, heureusement justement en fait pour nous, il a réussi à faire un petit peu craquer Kevin Durant avec l'aide des présentateurs de la chaîne TNT. James Harden, on rappelle messieurs qu'il sera absent pour le All-Star Game et remplacé par Jarrett Allen, donc l'intérieur de Cleveland. On reste sur les réactions. Justice pour Angelo. On reste sur les réactions des réseaux sociaux, celle de Joel Embiid très rapidement qui troll son désormais ancien coéquipier Ben Simmons. On va regarder ça ensemble. Un tweet a été lancé par Joel Embiid, on le voit à l'antenne. Voilà, il se prive pas, Joel Embiid, dès qu'il faut communiquer efficacement. On peut m'expliquer là, c'est quoi? C'est genre... il sort de l'église, c'est un enterrement? Non, c'est quoi? J'ai pas compris moi. Voilà, justement, c'est un tweet qui est devenu un petit peu célèbre où en fait quelqu'un avait posé cette photo de lui-même en disant « Je suis allé à l'enterrement d'un de mes critiques juste pour être sûr qu'il soit bien mort ». Donc en gros, c'est une référence à Ben Simmons qui était donc en conflit avec Joel Embiid depuis d'ailleurs quelques temps. Ça remontait pas qu'au dernier playoff où Ben Simmons s'était troué. Et donc il avait été critiqué derrière par Joel Embiid et Doc Rivers, le coach des Sixers, ce qui avait créé cette inimitié entre le All-Star quand même, Ben Simmons, gros joueur à fort potentiel en plus, jeune, de 25 ans, et les Sixers où il ne voulait plus jouer, donc il n'était pas revenu en fait. Il avait même perdu $20 millions d'amende parce qu'il ne jouait pas justement. Et donc Joel Embiid, parce qu'ils sont en brouille, a posé cette photo, sauf que dans la foulée, vendredi soir, le match après le trade du jeudi, quand il a fait face aux médias pour la première fois, moi j'y étais personnellement, il n'a pas assumé quoi. Tim Bontemps d'ESPN lui a demandé tu nous expliques un petit peu cette photo puisqu'il n'avait pas mis le texte original. On va la passer Antoine si tu le veux bien. On a la décla et puis je vous la lis. Je ne sais même pas de quoi parlait le tweet. J'ai tweeté une personne au hasard.
J'ai juste vu la photo sur internet et j'ai tweeté et j'ai trouvé qu'il était bien habillé, il portait un beau costume, il était beau et il avait du style. Mais c'est un Camerounais, un vrai. C'est un vrai, c'est un vrai. C'est un troller, bien sûr. C'est un troller. Il est là pour ça. Joel Embiid, on sait que l'exercice lui va très bien. C'est un vrai Camerounais. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans la saison de Joel Embiid, peut-être même d'ailleurs dans quelques jours à l'occasion du All-Star Game. Le joueur est très très bon sur le terrain. Il va peut-être aller chercher un titre de MVP. Messieurs, hors d'œuvre, terminé, plat de résistance avec le débat de la semaine. C'est parti. Ça va mal chez les Lakers. Champion en 2020, je le disais en intro, au bord de la qualification en play-off dans la conférence Ouest. Il y a une série de défaites qui est inquiétante. Je crois que c'est 3 de suite. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, c'est la manière qui pose question. On se souvient, si vous avez suivi la NBA en début de saison, des embrouilles de pacotille un petit peu sur le banc entre Anthony Davis et Dwight Howard. LeBron James blessé, qui ne permet pas forcément à son équipe de se mettre sur les bons rails et de rester régulière. Davis aussi. L'arrivée de Russell Westbrook, l'arrivée de Carmelo Anthony, toute cette mayonnaise qui prend un petit peu de temps à se lancer et à monter surtout. Et les Lakers sont en difficulté. Messieurs, j'ai 2 questions à vous poser. La première sur l'aspect un peu global et collectif de cette équipe. Est-ce que vous la voyez se qualifier pour les playoffs? Mais surtout, aujourd'hui, est-ce que le jeu produit est, selon vous, normal ou c'est carrément même scandaleux? Comme tu as dit, toute cette mayonnaise là sur la table, ça énerve. Carmelo, Russ Westbrook, Anthony, LeBron, normalement, c'est les Super Saiyans, c'est les guerriers de l'espace. Super team. Super team, et malheureusement, ça ne prend pas. Alors, normal ou scandale? C'est un scandale. C'est un scandale. Sur le papier, c'est un scandale. Ok. Normal. Normal pour moi, ouais. Ok, on va développer après. Mélo, normal ou scandale la saison des Lakers? Scandaleux. Un vrai scandale. Antoine? Énorme scandale. Oh, énorme. Bon, je me lance parce que je suis le seul à être T'es le normal. seul à être normal. Explique-nous pourquoi. Non, mais en fait, je dis normal parce que je prends les cartes qui sont sur la table et j'analyse. LeBron, il rate 17 matchs. Ouais. Anthony Davis en rate 21. Ouais. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas tes 2 meilleurs joueurs qui sont ceux qui te portent et qui t'emmènent dans une autre stratosphère quand il est question des Lakers, sans ces 2 joueurs-là, on ne parle même pas des Lakers en playoff. Donc, ces deux joueurs-là manquent plus d'un tiers pour LeBron et quasiment la moitié pour AD. Donc, le bilan actuel et qu'il soit 9e, pour moi, est assez normal. Si tu veux, je ne suis pas surpris. La conférence Ouest, comme la conférence Est, le top 10 est très fort, très compétitif. Beaucoup d'équipes avec, on va dire, des arguments. Il faut être à son meilleur niveau pour pouvoir exister en NBA à l'heure actuelle. Surtout dans la conférence Ouest, bien sûr. Peut-être. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est normal par rapport à ces éléments-là. Au-delà de ça, quand même si tu as tes 2 monstres qui ne sont pas là, tu le vois dans le body language, les gars, ils sont là, ils sont perdus, ils ne défendent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si Davis, il n'est pas là. Investi totalement sur le terrain. C'est des petits comme Monk qu'on n'attendait pas, le petit Reeves là, qu'on n'attendait pas, qui sont là, qui sont en train de porter les Lakers. Tu as même des Trevor Ariza et des Carmelo Anthony qui ont quand même du background. Et c'est les 2 petits qui arrivent, tu vois. Okay. Donc je pense que pour moi, il y a un problème. Est-ce que c'est Frank Vogel? Il y a beaucoup de gens qui veulent sa tête. Pour moi, c'est pas Vogel. Ouais, mais il y a des. Moi, Westbrook, c'est abusé. Je trouve quand même. On va développer sur Westbrook parce que c'est un cas vraiment intéressant. On voit les stats d'ailleurs à l'image de Russell Westbrook. C'est plutôt les stats collectifs d'ailleurs. Les stats collectifs. Melo, scandale. Pourquoi? Scandale, oui, parce que j'entends ce que dit Angelo, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que d'autres équipes ont eu des absents. Regarde Denver et Nikola Jokic qui jouent sans Jamal Murray, sans Michael Porter Jr., pourtant ils sont 6e. Les Warriors jouent sans Draymond Green depuis une quinzaine de matchs, ils sont 2e. Le Jazz a eu des blessures également et a eu des absents, ils sont quand même 3e, 4e à l'Ouest. Donc à un moment donné, oui, les blessures et le Covid a joué un rôle sur la saison des Lakers. Et après, tu dois être en mesure quand même de produire du jeu pour être dans ce top 6, à minima. Et ça n'a pas été le cas pour de nombreuses raisons. Je ne pense pas que ce soit juste la faute de Vogel ou juste la faute de Westbrook qui a un peu été le bouc émissaire depuis le début de saison. C'est un problème collectif. Et pour moi, le fautif numéro 1, ou je dirais 1 et 1 bis, c'est Rob Pelinka, le general manager des Lakers, et notre ami LeBron James, parce qu'encore une fois, c'est LeBron James qui a poussé
pour avoir ce type d'effectif. Ouais. Qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. Alors, LeBron James, tu t'en fais mention, Antoine, j'arrive, hein, mais je voudrais qu'on passe la décla de LeBron James. Je n'ai qu'une envie, c'est de boire du vin et de me mettre au lit, puis de me réveiller demain en me sentant bien par rapport à ce que l'avenir nous réserve. Donc LeBron James a l'air d'en avoir un petit peu gros sur la patate. Il est bien sûr concerné par tout ce qui se passe. Mais effectivement, il n'a pas forcément la main et la capacité qu'il pouvait avoir avant à changer justement la phase d'une franchise. Est-ce que LeBron James, à lui tout seul, peut redresser la situation ou ça passera, Antoine, par un Westbrook qui step up et par un Davis régulièrement performant? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être LeBron James à lui tout seul. Et au contraire, ce qu'il faut vraiment, c'est que maintenant, il y a une forme de collectif qui se forme et que ça soit une vraie équipe qu'on est sur le parquet de la Crypto Arena, maintenant, l'ancien Staples Center à Los Angeles, parce que ce qu'on a, ce n'est pas une équipe, c'est des individualités, des joueurs, on peut dire ils sont là, ils ne sont pas là. Quand ils sont là, ils perdent quand même. Quand ils ne sont pas là, soi-disant, ça doit faire de la place pour Westbrook. Bah, Westbrook n'assure pas plus que ça non plus, il ne fait pas gagner son équipe. On peut blâmer l'entraîneur si on veut, Frank Vogel, mais bon, quelles sont ses armes aussi un petit peu pour proposer justement du jeu. Donc pour moi, ça ne passe pas du tout que par les LeBron James, même si on sait que lui va monter d'un palier. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? La trade deadline est passée, donc les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif devraient rester les mêmes jusqu'à la fin de la saison régulière. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour mieux faire jouer cette équipe? Est-ce que ça passe par un Westbrook plus régulier? On aimerait déjà, je pense, mais aussi LeBron, avec les déclarations, le truc du vin, mais moi je suis choqué par ça. Ça, tu peux pas. C'est quoi le message que tu envoies? Ouais, en fait, vas-y, viens, on attend que la saison se termine, on se qualifie pas. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu penses que c'est un message qu'il le. En tout cas, moi, mon analyse sur ce tweet-là, ou même ce qu'il avait fait avec quand il perd contre les Clippers. Moi, je toque chez toi. Est-ce que c'est pas pour piquer ses coéquipiers, justement? Ouais, mais il n'est pas Jordan, LeBron. En tout cas, je sais pas, sa manière dont il veut piquer, ça marche pas. En tout cas, je pense que ça. Parce que comme il n'y a plus de la deadline, il n'y a plus le transfert ou je sais pas quoi, là, ils vont rester avec cet effectif-là jusqu'au playoff. Je sais pas. Pour moi, ça doit passer par LeBron. Un mot sur Russell Westbrook. On peut revoir les stats à l'antenne qui sont. Il a des stats les plus basses de sa carrière. Dans le scoring. Est-ce qu'il peut amener cette équipe au titre? Mais une fois de plus, c'est pas Russell Westbrook qui doit amener l'équipe au titre. Tu vois Est-ce qu'il peut aider les Lakers à amener l'équipe au titre? Mais bien sûr, mais les Lakers sont armés pour faire un run. Hein. Pour moi, toutes les équipes ont des imperfections. Toutes les équipes ont des petits points où ils sont, on va dire, à même d'être mis en danger. Toutes les équipes. Il n'y a pas une équipe qui est infaillible. Que ce soit dans la conférence Est ou la conférence Ouest. On peut pointer du doigt manque de profondeur, manque de taille. On parle de titre. Oui, mais je te parle des contenders, quoi qu'il arrive. Pour moi, peut-être l'équipe la moins... Les Phoenix c'est Phoenix, merci. Merci Jean-Claude. Okay. Phoenix, pour moi, celle qui a le moins de faiblesse ou le moins... La marge d'erreur la plus réduite. Donc derrière Phoenix, il y a... Il y a des gens qui ont des... Il y a de quoi faire. Les Lakers, il ne faut pas oublier. Somme d'équipe qui est... Anthony Davis en mode, avec LeBron James en mode et Russell Westbrook juste qui joue avec de l'énergie et du cœur. Avec ce trio-là, tu as des options. Alors, tu te mets en situation où tu es quelque chose. Très rapidement, Melo veut réagir. Le cœur de LeBron James, on ne le remet pas en question. Celui de Davis, peut-être un peu plus. Mais là, c'est le jeu, apparemment, qui pose un peu problème. Rapidement, Melo. Ouais, moi j'ai eu la chance de les voir jouer contre les Warriors samedi au Chase Center et je m'attendais à voir vraiment une collection d'individualités, comme me disait Antoine, et j'étais en fait agréablement surpris. Alors ils ont perdu 2 matchs avant contre Portland et c'est là qu'il y a eu la déclat de LeBron, mais au final, moi j'ai trouvé un LeBron qui a été bon égal à lui-même, un Westbrook, il faut le dire parce qu'on le critique souvent, mais qui a été extrêmement juste ce soir-là. Le seul problème, c'était Anthony Davis qui était solide en défense, mais qui a été transparent en attaque alors que les Warriors jouent quasiment sans pivot. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que tu as eu, en sortie de banc, tu as eu Austin Reeves, tu as eu Talen Horton-Tucker, tu as eu Malik Monk qui ont vraiment apporté quelque chose. Et je pense que pour moi, le plus gros point d'interrogation, c'est la régularité. S'ils arrivent à avoir des performances régulières, pas seulement de leur Big Three, mais aussi du banc, ils sont capables de faire quelque chose parce que, comme le disait Angelo, ça reste quand même, tu as 3 joueurs énormes, de grosses stars,
Et il faudra quand même les sortir en play-off. Donc ce ne sera pas facile. Et moi, j'ai envie d'avoir des espoirs pour eux, vu le match qu'ils ont fait contre les Warriors. Bon, gardons espoir pour cette équipe des Lakers. Il y a les joueurs expérimentés. Je pense que la vérité, comme vous le dites, messieurs, se fera en play-off. Encore est-il qu'il faut y aller. Pour l'instant, ils sont 9e. Ils vont y aller. Il n'y a pas une histoire comme ça avec Houston en 95 ? Ils sont 8e et Pas puis au final, le cœur d'un champion. voilà, tu peux pas sous-estimer le cœur ils terminent 8e et ils sont champions. Donc, les Lakers, 17 fois champions, ça a été dit dans le sujet en début d'émission. Monsieur, on conclut cette discussion ensemble. Il nous reste une rubrique à évoquer. On est sur Sport en France, on ne peut pas ne pas parler des Français de NBA. C'est le French Corner, c'est parti. Alors depuis un certain Tony Parker, le contingent de Français en NBA ne cesse de s'agrandir. Ils sont au nombre de 8 aujourd'hui. On va les mettre à l'antenne et puis on va essayer de vous les présenter, de vous les représenter. Je pense que vous les connaissez déjà maintenant. Le patron, Rudy Gobert, l'intérieur du Jazz, 9e saison NBA pour lui. L'ambitieux Evan Fournier qui est arrivé du côté de New York, un petit passage par Boston et pas mal de saisons du côté du Magic. C'est sa 10e saison à Evan Fournier, déjà, le temps passe. L'expérimenté Nicolas Batum, ailier intérieur des Clippers de Los Angeles, 14e saison. Et ce qu'on a appelé, nous, le baroudeur, Timothée Luwawu-Cabarrot, ailier des Hawks d'Atlanta, 5e saison. Déjà, messieurs, parmi ces 4 premiers profils, lequel pour vous est dans la meilleure situation pour aller chercher un titre NBA? En toute logique, on pourrait dire que ce serait Rudy Gobert. Après, dans une configuration optimale avec les Clippers, avec un Paul George et un Kawhi Leonard en bonne santé, tu peux te dire que les Clippers sont quand même particulièrement dangereux avec ce qu'ils arrivent à produire sans leurs 2 meilleurs joueurs. Donc, ça reste Gobert, mais ils n'ont pas fait de move qui leur permettait de compenser la perte de Joe Ingles qui s'est blessé. Ils restent très compétitifs. La conférence Ouest, je l'ai mentionné, c'est très ouvert, mais pour moi, ils sont un peu justes. Ok. Donc Rudy. Rudy? Ouais. Comme le ministre de la Rudy, Défense. Antoine, rapidement. Rudy, Evan, Nico ou Timothée? Rudy aussi, il reste le marché des buyouts, pour eux, un petit peu comme pour les Lakers d'ailleurs, puisque la clôture des marchés transferts est passée. Donc peut-être encore quelque chose à faire là, et puis après trouver un momentum juste avant les playoffs pour un petit peu dérouler et peut-être réussir à faire quelque chose à ce moment-là. Melvin? Rudy également, je pense que tout a été dit, mais c'est vrai que je suis... Ouais, je suis d'accord et je rejoins Angelo sur le fait que le move qu'ils ont fait en allant récupérer l'un des frères Hernan Gomez et Nickel Alexander, ça va pas changer la donne pour eux pour essayer d'aller battre Phoenix ou les Warriors. 4 autres profils rapidement, messieurs, la nouvelle génération. Frank Ntilikina, 5e saison, est transféré cette année, en tout cas, arrivé de New York à Dallas. Kylian Hayes, 2e saison, l'arrière meneur des Pistons de Détroit. La belle surprise, Kylian, il fallait que je la fasse. Kylian Tilly, l'ancien intérieur de Gonzaga, qui est du côté maintenant de Memphis. Et puis Théo Malédon, le meneur d'OKC, 3e saison. Rapidement, messieurs, parmi ces 4 profils, qui a le plus de chances de devenir le prochain leader français en NBA? Kylian Hayes. Kylian Hayes? Oui. Kylian Hayes, facilement. Kylian Hayes aussi pour Jean-Claude? Oui, on pourrait... Les Américains, vous me dites quoi? Pareil, Kylian Hayes aussi. Après, pas comme Kylian Mbappé en France non plus. Il ne faut pas s'imaginer qu'il est déjà une star ou quoi que ce soit. On n'en est pas là du tout. Mais dans son jeu, dans ce qui est possible un petit peu peut-être du côté des Pistons aussi, effectivement, c'est un joueur qui pourrait devenir assez fort. C'est rare de recevoir les Français sur ce plateau si on en a l'opportunité pour discuter un petit peu avec eux de leur saison et puis même de leurs objectifs. Qui est de NBA, Oui. Il faudrait faire la groupie, il faudrait faire des selfies. Tu pourras mettre ça sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Messieurs, c'est déjà l'heure de... Puis on peut mentionner Yves Ponce aussi. Yves Ponce? Ouais, on le fera plus tard dans une autre émission. On prendra vraiment le temps de les installer. Ils méritent un espace de discussion un peu plus large pour les présenter, parce que je pense que c'est des profils assez méconnus. On va se remercier. On va surtout... Voilà, le livre
les réseaux sociaux, le livre de Jean-Claude. Merci. Donc, il faut aller sur Insta, hype.sport.media. Steve Kerr, Une vie aux éditions Amphora. Donc vous likez, vous repostez et vous vous abonnez au compte des éditions Amphora et de Hype Sport Media et De Sport en France. Et de Sport en France aussi également. Merci Angelo, tu suis. Et on vous offre ce bouquin avec plaisir. Un remerciement Angelo. Les rendez-vous sur Sport en France, basket. Écoute, j'ai mes acolytes Fred Weiss et Lucas Nico qui seront du côté de Gravelines qui reçoit Monaco. Ouais. Très compliqué pour Gravelines en ce moment, Grosse qui affiche, du coup, enchaîne. Mhm. Et s'ils veulent rester dans le top 8 ou dans la conversation, il va falloir gagner et Monaco compliqué. Puis sinon, début mars, je reprends du service puisqu'il y a les fenêtres internationales. Donc toujours une affiche de Betclic Elite en direct toutes les semaines sur Sport en France. Bon, la hype passe aussi du côté de la Betclic Elite. Yes. Je comprends bien. Exactement. Jean-Claude Les Planches, à partir du 17 février. Ouais, bah, moi aussi, je suis dans le top 8 billets réduits avec ma pièce. Le plus beau jour de ma vie, voilà. Okay. Donc, n'hésitez pas à réserver. Donc, du jeudi au lundi, on peut me retrouver sur les planches. Dans cette Côte-Midi, Dalil Vardar. Eh ben, le rendez-vous est pris et c'est avec plaisir qu'on viendra te soutenir, Jean-Claude. Antoine, merci beaucoup. Bah, merci à vous, ça fait plaisir d'être là. Et puis nous, avec Melon, on va enchaîner, on repart dans nos salles NBA. Bon, bah, courage, force, et puis on viendra te voir pour récolter la primeur des infos. Melvin Carsanti, du côté de San Francisco, qui va lancer sa journée. Merci beaucoup de t'être réveillé à 4h30, 5h du matin pour nous. Frais comme un gardon. Frais comme un gardon. Frais. Et vous avez sûrement vu le soleil se lever doucement. Il est 8h du matin, donc on a commencé un peu tôt, mais quand il s'agit de parler de basket, ça vaut toujours le coup. Donc ravi d'être là avec vous. Et on va remercier chaleureusement Média 365, Lucien qui a préparé cette émission, la réalisation, tous les moyens techniques, c'était du grand art. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Hype. Bonne semaine à tous. Ciao.